Et pour la première de cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Grissonanche de la société Titus. Il va nous parler de machine learning et de protection de données. Merci Mustapha. Bonjour, je suis donc Luc Grissonanche, je suis responsable avant-vente technique IMIA chez Titus. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui c'est comment, je dirais au-delà de la mode, l'apprentissage machine peut être utilisé pour aider à la protection des données. Alors, voilà le problème à résoudre, c'est la fuite des données. D'accord, on n'a pas envie que ces données les données d'entreprise soient divulguées. Les problèmes que ça peut causer, on les connaît tous. Hein, c'est non-respect des conformités, amendes, perte de clients, baisse du cours de l'action pour les sociétés en bourse, puis à la fin, peut-être faillite, on ne peut pas dramatiser. Mais donc, quelles seraient les principales causes de la fuite de données ou du vol de données? Alors, on a tous en tête les hackers en fait, qui vont s'infiltrer pour voler des fichiers. En fait, c'est pas vraiment ça. Hein. Vous voyez que les problèmes système qui feraient une fuite spontanée et les attaques malveillantes, on en parle beaucoup, mais en réalité, c'est pas ça le fond du problème. C'est le facteur humain. C'est les employés qui sont pas forcément malveillants, qui vont avoir des mauvais comportements, qui vont faire des erreurs. Et donc l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine peuvent assister les utilisateurs pour pouvoir réduire ces fuites de données, pour éviter les erreurs humaines. Alors, la trame de ma présentation, c'est un petit exemple, un peu exagéré, d'une perte de données, de quelqu'un qui a fait une erreur qui va conduire à des problèmes. Donc, il est tard. On a pris Bob comme prénom. Bob est un analyste financier dans une banque. Son directeur lui a demandé de lui envoyer un rapport le soir même. Et Bob reste travailler tard. D'accord ? Donc, il prépare son tableau Excel. Le tableau Excel, on voit bien que dedans, il y a les salaires des gens, des numéros de sécurité sociale, des informations bancaires, IBAN, etc. D'accord ? Donc il finit son tableau Excel, il en est content. Il finit à 2h du matin. Donc à 2h du matin, un peu fatigué, il attache son tableau Excel à un email, il tape le prénom de son responsable, qui s'appelle Marc. Il ne fait pas trop attention à ce qui se passe, ça complète avec un nom, un email, il envoie. Et puis après, finalement, au bout d'un moment, il se dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un mauvais pressentiment. Et il s'aperçoit qu'en fait, l'email est parti à quelqu'un d'autre, qui se prénomme aussi Marc. Et le système a complété. Après, ça arrive souvent. C'est pas quand moi, ça a pu manquer m'arriver, mais quand le nom de famille est différent, quand le nom de famille est identique, mais on peut l'envoyer sur le Gmail de quelqu'un, par exemple, au lieu de l'envoyer sur le mail pro. C'est des choses qui arrivent. Alors, vous me direz, il y a déjà des systèmes en place type DLP qui peuvent prévenir ce genre de fuite. Le problème du DLP, c'est que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que vous allez essayer d'envoyer le fichier, on va dire attention, il y a un numéro de compte bancaire, on ne va pas laisser sortir, alors qu'en fait on voulait laisser sortir. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme l'alarme incendie qui se déclenche, à la fin on n'y croit plus, on enlève la pile. J'en ai une comme ça chez moi. Et voilà, donc c'est pas forcément la panacée. Disons qu'il vaut mieux une solution qui soit plus interactive, qui dise aux gens, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que ça a l'air d'être? Alors, nous, la solution que nous proposons, elle vise à classifier les données, c'est-à-dire alors assigner un niveau de confiance qui peut être par exemple une donnée publique, une donnée interne, une donnée confidentielle, une donnée restreinte, etc. Et qui fait qu'ensuite les scénarios d'envoi à l'extérieur ne pourront plus être réalisés par exemple sur des données internes. Mais effectivement, il faut que cette valeur soit associée à la donnée très rapidement dès sa création, on pourrait le dire. D'accord ? Donc il faut un système qui soit en place, qui guide les utilisateurs pour qu'ils puissent assigner la bonne valeur à la donnée. Alors, quels sont les mécanismes que je vais vous décrire qui permettent de faire ça? Alors, il y a la fonction de recherche des expressions régulières, un peu comme on pourrait faire justement avec le DLP que j'ai décrit, mais de façon plus évoluée. La catégorisation automatique.
Donc c'est une fait de placer des données dans une catégorie, de reconnaître le type de données que c'est. Et puis, donc la détection de données personnelles. Alors données personnelles, ça peut être données bancaires, données santé, données purement personnelles, qui va aussi dire attention, ce fichier, il contenait finalement des noms de personnes. Alors, la première technologie dont on va parler, c'est l'amélioration de la détection des données d'expression régulière. Alors, ça peut être la détection de données d'expression régulière. Normalement, c'est on parcourt un texte, on essaie de reconnaître une chaîne de caractères et dès qu'on la trouve, on dit ça y est, on l'a trouvé. La performance n'est pas forcément terrible. Donc, notre solution permet d'obtenir de meilleures performances, spécialement quand les contenus sont volumineux. Deuxièmement, la fonction est intelligente, c'est-à-dire qu'au lieu de dire je trouve une expression régulière, je dis ok, on s'arrête là, on a trouvé, je peux avoir un niveau où il faut avoir par exemple 2 numéros de compte bancaire ou 2 noms personnels. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit compliqué à déployer. Donc il y a un minimum de données d'apprentissage à faire ingérer au système. Donc, alors techniquement, comment ça fonctionne ? En haut, ce qu'on a, c'est la recherche d'expressions régulières classiques. En gros, on parcourt tout le document et on dit par exemple, cherchez-moi tous les nombres à 16 chiffres. Donc dès qu'on en trouve un, on dit ok, il y est. Et après, on voit comment on le traite. J'aime bien les analogies, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais avec une pince à épiler. La deuxième façon, donc c'est ce que nous proposons dans nos solutions, c'est de filtrer, c'est de décomposer le texte, ce qu'on appelle la tokenisation. En fait, de décomposer le texte en blocs, par exemple les mots de 4 lettres, les chaînes de chiffres de 16 chiffres, etc. Et de n'aller associer les expressions régulières qu'avec les blocs. Ce qui permet comme chercher une aiguille avec un aimant puissant, on sait ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'au lieu de parcourir tout le texte à chaque fois qu'on a besoin de chercher quelque chose, on va d'abord faire un pré-traitement du texte et puis finalement, on pourra compter le nombre de fois où on trouve une carte de crédit, compter le nombre de fois où on trouve le nom de quelqu'un, compter le nombre de fois où on trouve un numéro de sécurité sociale et dire voilà, ce texte, il contient 12 noms, 12 numéros de carte de crédit, etc. Il y a des grandes chances que ce soit un fichier comme le fichier qui était malencontreusement envoyé par email. D'accord ? La deuxième technologie qu'on peut utiliser, c'est la catégorisation automatique. Alors j'ai employé le terme classification jusqu'à présent. Là, j'emploie un deuxième terme qui est catégorisation, qui est différent. Ce qu'on appelle classification, c'est un niveau de sécurité. C'est public, interne, restreint, etc. La catégorisation, c'est le type de données. Et ça va devenir beaucoup plus clair quand je vais vous montrer. C'est comme quand on a des dossiers différents, physiques par exemple, avec facture d'un côté, assurance de l'autre, etc. On a tout ça chez nous. Donc c'est le genre de technologie qu'on utilise. Par contre, ça nécessite d'utiliser ce qu'on appelle un échantillon ou un corpus, en fait, pour faire apprendre au moteur que votre entreprise publie des communiqués de presse, gère des contrats clients. Toutes les entreprises ont des ressources humaines internes avec des fiches de paye, par exemple. Et les fiches de paye, elles ne ressemblent absolument pas à des communiqués de presse. D'accord ? Et une fois que l'apprentissage a été fait, le moteur peut commencer à catégoriser automatiquement les données. Alors, techniquement, comment ça fonctionne ? Il y a une phase préparatoire qui a été faite en amont. On a regroupé, dans cet exemple-là, des brevets de propriété intellectuelle, des documents de budget, des documents qui contiennent des informations personnelles. On a entraîné un modèle, d'accord, dans un moteur d'apprentissage machine. Et quand un nouveau document qui est inconnu se présente, il passe donc dans ce moteur et le moteur est capable de dire attention, ce document, c'est un document de budget. Parce que le champ sémantique du document, ses caractéristiques font qu'il se rapproche plus des documents de budget que des brevets de propriété intellectuelle. Ce n'est pas les mêmes termes. Alors, bien sûr, on comprend bien qu'il y a un niveau de confiance, d'accord,
qui fait que les utilisateurs peuvent, soit on fait complètement confiance au moteur parce qu'on dit voilà, c'est vraiment, surtout les fiches de paye, elles se ressemblent toutes, c'est toujours les mêmes mots, on est quasiment sûr que c'est ça. Je dirais qu'un brevet de propriété intellectuelle, c'est beaucoup de texte, donc ce serait peut-être un peu plus ambigu. Donc on peut dire à l'utilisateur, voilà, nous pensons que la catégorie est budget de service, est-ce que vous confirmez? Et là les gens disent oui ou non, ou ils disent moi je pense que c'est autre chose. Dans certains cas, on peut le faire automatiquement. Si par exemple on a un niveau de confiance de 90%, on peut dire voilà, je suis sûr que c'est un budget de service et on va pas poser la question aux gens. Alors, la troisième technologie que nous proposons d'utiliser, c'est une technologie de détection des données personnelles. Alors, la différence entre les données personnelles et... Je sais que dans l'exemple d'avant, j'en ai parlé un peu, mais la vraie différence entre les données personnelles et les données d'entreprise, c'est que les données personnelles, il y a quand même une définition assez commune. C'est-à-dire le nom, le prénom des gens, le numéro de sécurité sociale, l'adresse email, c'est des choses qu'on trouve partout. Contrairement à des brevets, tout le monde ne manipule pas des brevets. D'accord ? Donc, pour détecter les données personnelles, on a, je dirais entre guillemets, pu faire le travail nous-mêmes en amont, donc on n'a pas besoin de données d'échantillons. Et en plus, pour détecter par exemple les noms de personnes, ça peut prendre n'importe quelle forme, parce qu'il y en a dans les noms en France, c'est pas les mêmes que les noms en allemand, enfin, etc. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur du big data, et donc c'est nous qui créons le modèle. Donc il n'y a pas besoin de faire un apprentissage, hein, c'est vraiment plug and play. Et également, il y a autre chose, c'est qu'il faut prendre en compte le contexte. Il y a un exemple qu'on prend assez souvent, c'est les noms de maladies, par exemple. Si je mets un nom de maladie dans un email, c'est pas de la donnée personnelle. Si quelqu'un dit j'ai telle maladie, je peux pas venir au travail, on sait que cette personne souffre de telle maladie, et donc en contexte, ça veut dire complètement autre chose. D'accord ? Donc voilà, apprentissage approfondi, c'est du deep learning, donc il faut des échantillons énormes qui ne seraient pas possibles de réunir soi-même. L'idée, en fait, comme les autres technologies, hein, c'est de réduire les erreurs humaines. Donc il y a certaines informations qui ne doivent pas être envoyées. Alors, comment ça fonctionne chez nous? Donc le modèle qu'on voit ici, il est préconfiguré, d'accord? Quand un nouveau document ou un nouvel email est créé par un utilisateur, le contenu est envoyé au moteur qui répond en disant voilà, après analyse, j'ai trouvé 4 numéros de compte en banque, 3 noms de personnes, etc. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Après, derrière, la politique, soit vous mettez une alerte à l'utilisateur, soit on peut chiffrer l'élément. Il y a plein de scénarios possibles. Voilà. Par exemple, voilà, là, dans ce cas-là, c'est une alerte. Attention, nous avons détecté des informations personnelles. Et puis, par exemple, on est dans le contexte de GDPR, là, hein, clairement. On peut dire, voilà, oui, ce document contient des données personnelles. Et après, il y a tout un traitement derrière pour éviter qu'il soit envoyé à l'extérieur, peut-être qu'il soit automatiquement chiffré, etc. Alors, je vais revenir à mon exemple du début, donc le pauvre Bob qui avait envoyé son email. Comment on aurait pu utiliser ces 3 technologies pour éviter que ça se produise? Alors, la première chose, c'est qu'on aurait pu trouver automatiquement qu'il y avait des numéros INSEE dans son... Enfin, c'était pas INSEE, c'était des numéros de sécurité américains, mais c'est la même chose. Des numéros INSEE dans son email. Un numéro INSEE, on est sûr de ce que c'est. On a 100% de taux de découverte, puisqu'en fait, il y a une clé, il y a un format très particulier, il y a une clé, il y a vraiment très peu de chances que ce soit autre chose qui soit pris pour un numéro INSEE. Donc, avec la recherche d'expression régulière, même si le document était très long, même si c'est entouré de plein d'autres types de textes, on sait détecter les numéros INSEE. Et puis également, comme je vous ai dit, on sait détecter plusieurs numéros INSEE. Parce qu'un numéro INSEE, ce n'était pas forcément significatif. Plusieurs numéros INSEE, ça pouvait l'être. La deuxième technologie qu'on a utilisée, c'est pour détecter les types de données. Donc,
il y a des chances que ce document, le bilan financier, ressemble à d'autres bilans financiers qui avaient déjà été envoyés avant. Et on peut dire attention, ce document, c'est un document de finance. Et à ce moment-là, il aurait pu avoir un scénario qui chiffre automatiquement ce document avant qu'il parte, pour que même si jamais c'est envoyé à la mauvaise personne, il ne puisse rien en faire. Donc la troisième barrière dans ce cas, c'était la détection d'informations personnelles ou financières. Là, il y avait les deux. Et de dire attention, ça c'est un document très sensible, il contient le nom des gens, leur paye, etc. Il aurait pu passer par une règle automatique qui le rejette quand c'est envoyé à l'extérieur ou en dehors du département finance. Alors, tout ça c'est bien joli, mais comment est-ce que c'est juste un interrupteur sur lequel on appuie et puis tout marche d'un coup, ou est-ce que c'est tout un processus? Bon, malheureusement, c'est la deuxième chose. Il y a des bonnes pratiques à adopter pour commencer et finir dans de bonnes conditions ce type de projet. C'est ce que je disais, voilà. Donc c'est pas aussitôt fait, aussitôt oublié. C'est pas des solutions prêtes à l'emploi. Il y a certaines de ces fonctionnalités qui demandent de l'ajustement, qui demandent de mettre. J'ai parlé d'un échantillon à consolider, justement pour entraîner les moteurs. Et la dernière phrase c'est importante, améliorer en permanence. Donc si le retour n'est pas très bon, c'est pas la fin du monde, on peut remettre des nouveaux fichiers dans le moteur pour améliorer le taux de détection. Une autre bonne pratique, c'est de ne pas essayer de le déployer tout seul. Malheureusement, on a toujours, dans mon métier, on a toujours des clients, ils achètent le logiciel, ils essaient de le déployer eux-mêmes, et après ils viennent nous dire que ça ne marche pas. Bon, il peut y avoir un accompagnement, que ce soit avec nous, nous savons bien sûr implémenter nos solutions, mais on a aussi des partenaires qui sont formés et qui peuvent définir la stratégie de déploiement depuis l'engagement, la conception, la configuration, jusqu'au déploiement et, comme j'ai dit tout à l'heure, l'évolution, c'est-à-dire revenir quelques mois plus tard pour dire alors vous êtes content, non, il y a ça qui n'est pas tout à fait exactement comme je voulais, et de refaire un cycle. D'accord ? Il n'y a pas d'approche unique, malheureusement, applicable à tous. Il y a surtout par exemple quand j'ai parlé de catégorisation, chaque organisation a des catégories différentes selon le secteur d'activité. Alors, il faut savoir ce qu'on cherche. Utiliser l'outil approprié, la recherche d'expression régulière, la catégorisation automatique et la détection de données personnelles permettent de résoudre des problèmes différents. Par exemple, si votre problème c'est de la compliance GDPR, le bon outil c'est la détection de données personnelles. C'est pas la recherche d'expression régulière. Enfin, ça peut l'être, mais c'est moins typique. Et on peut aussi déployer en plusieurs phases, c'est-à-dire que ces trois fonctions, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'utiliser les trois, on n'est pas obligé de se mettre à utiliser les trois en même temps, on peut gérer ça comme des projets séparés. Tout ce dont je viens de parler s'inscrit dans une politique de protection des données plus globale, qui vont donc de l'identification, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la détection des données qui consiste à regarder ce que c'est que la donnée et donner un avis dessus. Ce qu'on fait de cet avis, c'est-à-dire la classification, le fait de physiquement écrire sur la donnée ou associer à la donnée contient des données personnelles, contient des données bancaires, etc. Et ensuite, tout ça en fait, le but de tout ça en fait, c'est de protéger votre donnée. Alors la protéger, ça peut vouloir dire juste prévenir les gens que ils sont en train de faire une violation. Ça peut être de faire du blocage intelligent. Donc au tout début, j'ai dit un peu de mal des solutions DLP, mais quand une solution DLP sait ce qu'elle cherche, elle peut être très efficace, puisque si on a dit qu'une donnée est interne, une solution DLP est tout à fait apte à dire voilà, ça c'est interne, ça ne doit jamais sortir du tout. Et également le chiffrement automatique de certaines données, la protection, la gestion des droits sur certaines données, etc. Donc en résumé,
bon, les problèmes ne disparaissent pas d'eux-mêmes, c'est en raison de l'accroissement du volume de données. D'accord ? Donc plus ça va aller, plus il y aura des données. Plus le temps passe aussi, plus il y a des vieilles données, donc des choses qui sont potentiellement dangereuses, qui sont stockées quelque part, que tout le monde a oublié, que personne ne veut vraiment toucher. Votre première ligne de dépense peut être votre plus grande faiblesse. Avec une politique trop stricte et qui n'engage pas assez l'utilisateur, le problème qu'on risque d'avoir, c'est d'avoir par exemple du shadow IT ou des gens qui vont dire ouais, j'arrive pas à mettre mon fichier sur SharePoint, alors je vais le mettre sur un autre système cloud et puis je vais le partager comme ça. Voilà, ça c'est typiquement la chose à laquelle on ne veut pas arriver. Hein. C'est ce qu'on veut, c'est que les gens utilisent les outils de l'entreprise, mais que d'un autre côté, ce soit pas trop frustrant pour eux. Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes. C'est vrai que ces choses-là n'existaient pas il y a 5 ans. On peut s'épargner beaucoup de travail. Principalement, on fait quand même des expressions régulières, mais c'est vrai que pour ceux qui ont un peu touché savent que c'est un problème sans fin. Hein. On peut en faire 200, il y aura toujours des choses qui passeront au travers. Donc, en utilisant l'apprentissage machine, principalement pour la protection des données personnelles, on peut s'épargner énormément de travail sur les expressions régulières. Et voilà. Alors, on a 5 minutes. Voilà. Donc, on avait prévu 5 minutes pour les questions. Donc, je suis ouvert à toute question. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions. Ok, si vous voulez avoir une solution. Une question. Bonjour, Sylviane Gelly, Cyber Wayfinder. Je me demande si ça ne rend pas l'utilisateur paresseux de se dire il y a une protection, donc je ne fais pas attention. Voilà, c'est ma réflexion. Alors, c'est une bonne question. Nous avions remarqué que, par exemple, on fait de la classification manuelle depuis 15 ans. D'accord ? Donc, sans toutes ces technologies de détection. Et souvent, on laissait le choix aux gens de choisir leur niveau de classification public, interne, etc. On avait remarqué que si jamais on mettait un niveau par défaut, parce que c'était par exemple public, les gens ils cliquaient sur Next et ils ne s'en occupaient pas. Le fait d'engager les gens, de les responsabiliser, au contraire, ça les fait penser tout le temps à ce qu'ils sont en train de faire. De ne pas les laisser choisir, cliquer en aveugle et là ça ne marche pas. Il faut toujours que ce soit parlant et voilà, là on a trouvé que c'est ça, etc. Une autre question ici. Oui, bonsoir. C'est quoi la durée moyenne d'un projet réussi dans son ensemble ? On parle de 6 mois, 1 an de mise en place pour Titus ? C'est plus des phases en fait. Vous voulez dire un projet on part de 0 utilisation de Titus à une utilisation complète comme ça ? Je dirais il faudrait peut-être la première phase c'était assez rapide de définir juste les niveaux de classification. Quand on commence à rentrer dans les processus machine learning, après la détection PII c'est instantané. Hein. S'il n'y a pas vous le connectez, ça marche tout de suite. Le plus long, je dirais, c'est de mettre l'échantillon ensemble. Et là, malheureusement, ça dépend plus de vous que de nous. Dans les très grosses entreprises, avec beaucoup de départements, il faut faire des entretiens avec tous les gens des différents départements. Ça peut prendre, ça peut prendre 6 mois, par exemple. C'est en général ça la phase la plus longue. Après, l'implémentation de Titus, c'est pas très long. Hein. Nos engagements, ils sont entre 5 et 15 journées de travail. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. J'aurais une question sur les performances de votre algorithme d'apprentissage. Avez-vous une estimation des faux positifs et faux négatifs ? Alors, en performance, vous voulez dire rapidité de détection ? Précision plutôt. Ça veut dire, est-ce que l'algorithme il génère des faux positifs, donc l'utilisateur est obligé à corriger systématiquement, ou il y a des faux négatifs au contraire, c'est-à-dire des documents qui passent à travers les mailles. Et est-ce que vous les avez estimés, vous avez des données à nous donner, des valeurs à nous donner pour pouvoir nous faire une idée sur la précision du système ? Alors, sur la partie catégorisation, malheureusement, on ne peut pas vous dire parce que ça dépend de la qualité de l'échantillon qui est le vôtre et aussi la différenciation des données. Si par exemple vous avez, je vais dire une bêtise, des contrats de travail et des contrats de partenariat qui se ressemblent beaucoup, ça va être compliqué à différencier. Si jamais vous avez des fiches de paye et des bilans financiers qui n'ont rien à voir, ça va être 100%. Vous voyez, c'est vraiment ça va dépendre de votre secteur d'activité. Ça va, contrairement à ce qu'on pense, pas tellement dépendre de la taille de l'échantillon, parce que quelques centaines de fichiers c'est suffisant.
mais ça va vraiment dépendre aussi du nombre de catégories que vous voulez avoir. Par exemple, si vous pensez que vous pouvez avoir que 20 catégories, ça va être compliqué. S'il y en a vraiment 2 ou 3 vraiment, mais très tranchées, ça va mieux marcher. Vous n'avez pas un exemple concret? J'ai pas d'exemple. Si vous voulez, venez sur mon stand, je vous montre comment ça marche. Okay. Je peux vous montrer comment ça marche. Merci beaucoup. Allez, il nous reste